Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Allez, c'est parti, même les jours fériés, il est au taquet, notre Philippe David, jusqu'à 11h pour Seul contre tous. Deux sujets, le premier, le voici, Calais fermé, rien n'est réglé. C'est ce qu'il nous dit, vous allez en débattre avec lui et ses invités. Vous nous appelez pour cela au 0826 300 300 et vous votez d'accord ou pas avec Philippe David sur sudradio.fr. Vous laissez des messages qu'on lira, évidemment, Philippe. Sachant que vous avez sorti la cravache, j'ai intérêt à être au taquet, ma chère Sophie. Avec un canasson comme vous, j'ai intérêt. Hein. Vous savez que Philippe, ça veut dire qu'il aime les chevaux en grec, donc bonne raison, double bonne raison. Et oui, le premier seul contre tous, aujourd'hui je vais vraiment être seul contre tous, je vais dire qu'après Calais, rien n'est réglé. On avait fermé Sangatte et on a eu la jungle de Calais, toujours en cours de fermeture. Après Calais, rien n'est réglé. Calais sans oublier Coquel et c'est désormais Stalingrad qui est en cause. Après Calais, rien n'est réglé, non. Pas Stalingrad, rebaptisé Volgograd, la ville du sud de la Russie, théâtre d'une bataille qui changea le cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais Stalingrad, c'est un boulevard de Paris. C'est aussi une station de métro. Et en dessous, c'est depuis devenu un camp de migrants qui accueille à peu près 3000 personnes d'après les autorités, c'est-à-dire 30% de Calais. Donc après Calais, rien n'est réglé. Car en fermant Calais, on a transféré le problème un peu partout en France, de Dunkerque à Perpignan et de Brest à Strasbourg. Après Calais, rien n'est réglé et désormais ce sont tous les élus de France et de Navarre qui vont être confrontés au problème. Et je le répète encore et toujours, c'est bien pour ça que je suis seul contre tous. Après Calais, rien n'est réglé. Face à moi, Danielle Simonet, conseillère de Paris et coordinatrice nationale du Parti de gauche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et François Guénoc, vice-président de l'Auberge des Migrants. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Allez, merci. Galanterie oblige, on va commencer avec Danielle Simonet. Vous ne nous en voudrez pas, François Guénoc. La fermeture de Calais n'a rien réglé. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Elle n'a strictement rien réglé, donc on va avoir un problème dans cette émission, vu l'esprit normalement qui veut que vous soyez seul contre tous, mais moi je suis d'accord avec vous. On ne règle pas... Et tout le monde disait qu'il fallait fermer Calais. Enfin la jungle, pardon. Mais parce comment que fermer on s'y Calais, prend ? ça peut être mal interprété. Natacha Bouchard va pas être contente. Mais le problème, c'est quel est l'objectif derrière ? Est-ce que l'objectif, c'est de mettre à l'abri des regards, éparpiller la misère et continuer une politique de chasse des réfugiés ? Chasse, ou est-ce que... vous y allez fort. Hein. Bah écoutez, excusez-moi, mais on les éparpille, mais on ne règle pas la question de l'accès aux droits. Aujourd'hui, on est face à une politique qui finalement est une politique hostile aux réfugiés. Regardez le nombre de réfugiés qui ont pu être accueillis dans les différents pays autour de la zone, autour de la Syrie. La différence énorme qu'il y a avec le nombre de réfugiés qui ont été accueillis en France. Le vrai problème, il est d'abord évidemment de s'attaquer aux causes. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a toutes ces migrations subies par les personnes et surtout, ensuite, comment on assume les conséquences aujourd'hui ? Est-ce que face à Calais, on a essayé véritablement, au fil de l'eau, de garantir une mise à l'abri et une prise en charge des personnes dans l'accès aux droits ? Est-ce qu'on a créé les conditions d'anticiper l'ensemble des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence criante de places en centre d'hébergement d'urgence et de demandeurs d'asile. Est-ce qu'on a travaillé sur la question du respect du droit d'asile en France ? Vous savez qu'il y a à peine 30% des demandes d'asile qui sont accordées aujourd'hui, parce qu'on ne remet toujours pas en cause des accords comme les accords de Dublin qui sont complètement ineptes. Donc, on a eu un gouvernement qui n'a pas assumé ses responsabilités, qui en faisant le démantèlement, en rajoutant le mot humanitaire de Calais, oui, pour la plupart, déplace le problème au lieu de garantir ce qui doit l'être en République, c'est d'ailleurs l'accès aux droits. François Guénoc, vous êtes vice-président de l'Auberge des Migrants. La fermeture de Calais n'a rien réglé. Alors Philippe David, j'ai l'impression que vous avez eu un petit peu de mal à trouver des gens qui seraient contre votre avis. Tout le monde a l'air de penser effectivement que Calais démantelé, le problème reste entier. Et votre interlocutrice l'a expliqué. Danielle Simonet. En fait, vous auriez dû appeler Monsieur Cazeneuve. Monsieur Cazeneuve aurait dû venir vous dire, voilà, mais si, tout va bien. Il y avait 6000 personnes sur le camp. On en a mis 4500 dans les centres d'accueil et d'orientation. Tout va bien. Et on a 1500 mineurs isolés qui sont dans les conteneurs et on va certainement trouver une solution pour eux. Et les Britanniques vont en prendre, etc.
Bon, en fait, c'est pas si simple que ça. La seule chose que une partie, si vous voulez, pour nous, une petite partie du problème est réglée. Une partie du problème, est réglée, et peut-être en cours de règlement. Il y a 4500 personnes, effectivement, qui sont parties vers les centres d'accueil et d'orientation. Ils sont quelque part sur un nouveau chemin. Ce sont des gens qui, là aussi, pour la plupart, ont été déjà en demande d'asile et vont demander l'asile. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que au total, ils auront l'asile, effectivement? Le taux de réponse pour les nationalités qui sont dominantes dans la CAO, qui sont donc les Afghans, les Érythréens, les Soudanais. On va faire le point juste après. On va faire le point juste après, François Guénoc, parce qu'on doit faire une courte pause, n'est-ce pas, Sophie? Mais tout à fait. Sinon, la pub va nous partir dans le nez. Oui, c'est pas grave. 0826 300 300. Allez, si vous voulez réagir sur le sujet, calé fermé, rien n'est réglé. C'est ce que vous dit ce matin Philippe David et sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Seul contre tous, Philippe David est là. Même un 1er novembre, il est au taquet. Calé fermé, rien n'est réglé. Ça, c'est ce qu'il vous affirme et c'est vous qui réagissez. C'est vous qui discutez avec lui et ses invités. Vous pouvez aller sur sudradio.fr avec le sondage qui est en cours. Évidemment, les compteurs sont ouverts. Vous laissez aussi des messages et pour l'instant, on vous dit que 100% d'accord avec vous, Philippe. 100% d'accord avec vous. C'est un score, là, on se croirait limite au Parlement nord-coréen à Pyongyang, là, ma chère Sophie. Limite. On peut le dire. Ouais, 100%, c'est le score qui doit être de rigueur là-bas. Et le numéro de téléphone pour nous joindre, des passants directs sur l'antenne, 0826 300 300. Et on va aller au 0826 300 300, mais je suis face à Danielle Simonet, conseillère de Paris et coordinatrice nationale du Parti de gauche, et François Guénoc, vice-président de l'Auberge des Migrants. François Guénoc, on devait faire la pause. Je vous laisse terminer votre propos. Alors donc, le gouvernement a ouvert un grand nombre de places dans les centres d'accueil et d'orientation et 4500 Calaisiens, migrants d'origine Calais, y sont. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Ça dépend de deux choses. À court terme, ça dépend de l'accueil, la qualité de l'accueil, c'est-à-dire l'accueil matériel, l'accueil citoyen. Est-ce que les citoyens autour des CAO seront là pour manifester leur hostilité ou au contraire manifester leur amitié vis-à-vis et leur accueil vis-à-vis des migrants? Et ça dépendra aussi de l'aide juridique qui pourra aider ces migrants à demander l'asile. Ça dépendra. Au bout du compte, il pourrait y avoir jusqu'à 70% de ces personnes qui obtiennent la protection de la France. Ça dépendra surtout de l'attitude du gouvernement. Est-ce qu'il va ou non expulser les Dublinés, c'est-à-dire les personnes qui ont laissé leurs empreintes en Italie ou en Grèce et qui devraient être expulsées et aller demander l'asile là-bas et dont le gouvernement... Si on suit le protocole de Schengen. Pour lesquels le gouvernement a dit, ces accords du Dublin, pour lesquels le gouvernement a dit, bon, écoutez, ils pourront quand même demander l'asile en France. C'est le volet, si vous voulez, qui a des petites chances de réussir, c'est ce volet mis à l'abri dans les centres d'accueil, d'orientation et de demande d'asile. À côté, il reste le problème des mineurs isolés qui n'est pas encore réglé. Et surtout, il manque 3 à 4 000 personnes du camp initial d'il y a un mois et demi. Et ces personnes, où sont-elles? En partie à Paris. Ne vont-elles pas revenir à Calais? C'est la question qui va se poser dans les prochaines semaines. Vous voulez réagir, vous nous appelez au 0826 300 300. Calais fermé, rien n'est réglé, c'est ce que vous dit ce matin Philippe David. Et vous, Janine, qu'en pensez-vous? Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Janine. Oui, bonjour. Alors moi, je voudrais poser ce problème un peu d'une autre manière, parce que ce que vous dites est vrai. Il est tout à fait possible que le camp de Calais réouvre, donc pendant quelques semaines et dans quelques mois, lorsqu'il y aura plus de police autour, ou bien ça va ouvrir ailleurs. D'autant plus qu'il peut arriver d'autres immigrés par les accords de Schengen, d'autres pays, qui vont réinvestir le nord de la France quand ceux-là seront tous accueillis. Mais mon propos n'est pas exactement celui-là. Je voudrais attirer votre attention, Madame Simonet, qui appartenait au Parti de gauche, entre autres, sur un autre aspect de ce problème, de cette immigration massive en Europe. C'est sur la nature. Qui sont ces immigrés qui arrivent? Parmi eux, combien sont infiltrés par l'État islamique en Europe? J'ai entendu il y a quelques semaines que parmi les immigrés qui arrivent de Libye, qui traversent la Méditerranée, le Daesh, l'État islamique, qui sont combattus en Libye, certains ont rasé leur barbe et se sont fait passer pour des immigrés pour infiltrer l'Europe et appliquer la charia dans toute l'Europe. Parce que là est le danger. Le pape François, hier, j'entendais encore à la télévision, qui est en Suède, a dit exactement la même chose. Au nom de ce qui est écrit dans l'Évangile, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, il demande qu'on accueille tous les étrangers qui arrivent sans distinction. Moi, je souhaite qu'on fasse un tri, vous m'excuserez. Comment va-t-on faire pour distinguer ceux qui relèvent effectivement du droit d'asile et qui sont des gens persécutés et ceux qui sont d'éventuels terroristes ou djihadistes infiltrés pour islamiser l'Europe et pour y commettre d'ici, évidemment, quelques années des attentats?
le temps qu'ils aient des papiers en règle, qu'ils connaissent les lieux, qu'ils apprennent le français, combien deviendront des terroristes Janine, merci beaucoup de votre question. Je vais faire réagir mes invités. Vous avez entendu Janine, Daniel Simonet, on va commencer par vous. Ce que dit Janine, il y a quand même eu des cas infiltrés. Au Stade de France, les kamikazes qui se sont fait exploser étaient des réfugiés. En Allemagne, il y a eu un réfugié qui a essayé de tuer des gens à la hache dans un train et qui a été abattu de mémoire. Il y a eu plusieurs cas. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Janine ? Parce que c'est quand même une réalité. Faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Alors on va pas se cacher derrière notre petit doigt, puis on va pas non plus tomber dans le fantasme. Je veux dire, les termes d'invasion de hordes djihadistes par le biais des réfugiés. Là, on est vraiment totalement dans le fantasme. Donc, il faut regarder le problème sérieusement. La question de la lutte. Tous les réfugiés ne sont pas des djihadistes, mais il y a des djihadistes parmi les réfugiés. On va arrêter le fantasme parce que vous avez hélas des candidats au djihadisme qui ont la nationalité française et qui sont nés en France. Et qui sont nés en France. Ou en Belgique, d'ailleurs, quand on voit les attentats du 13 novembre. Et parfois de parents français. Bon, donc, la lutte contre le terrorisme, de quoi est-ce qu'elle a besoin ? Elle n'a pas besoin d'une politique sécuritaire de fantasme. Elle a besoin de moyens humains pour le renseignement, afin que les services de renseignement et les services judiciaires du renseignement puissent faire leur travail convenablement. Hélas, les gouvernements successifs de Sarkozy et de Hollande ont brisé les moyens humains alloués aux services du renseignement. Donc ensuite, la lutte contre le terrorisme a besoin aussi d'une autre politique géostratégique. Tant qu'on continuera à avoir une politique interventionnisme derrière les Américains qui vise à déstabiliser les zones pour des intérêts géostratégiques liés permettez-moi aux de vous ressources... couper, on n'a pas toujours eu besoin des Américains, notamment en Libye, c'est les Anglais et les Français qui ont fait le gros du travail. Hein. Exactement, donc vous avez d'abord eu la situation... Vous avez d'abord il n'y a pas que les Américains. Il n'y a pas que les Américains, mais on sait pertinemment que le début de l'histoire commence par... l'Irak 2003. Par l'Irak 2003, où il a fallu que les Américains aient pour objectif de démanteler totalement l'État irakien pour que l'État islamique se développe sur cela. Bon. Et aujourd'hui, la politique internationale de la France, dans l'OTAN, derrière les Américains, eh bien, ne permet pas aussi à une coalition internationale au service de la paix de s'installer. On parle ce matin de Calais fermé, rien n'est réglé, c'est ce que vous dit Philippe David. Qu'en pensez-vous ? Vous nous appelez au 0826 300 300, vous vous manifestez en votant d'accord ou pas d'accord avec Philippe sur sudradio.fr et vous laissez vos commentaires. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Pour ce premier sujet de Seul contre tous, Philippe David vous dit que pour lui, Calais fermé, eh bien rien n'est réglé. Si vous êtes d'accord avec Philippe, vous nous le dites sur sudradio.fr, vous votez et vous laissez vos messages qu'on lira à l'antenne et puis vous nous appelez au 0826 300 300, le standard de Sud Radio ouvert jusqu'à 11h pour ce Seul contre tous. Et face à moi, Daniel Simonet, conseillère de Paris et coordinatrice nationale du Parti de gauche, et François Guénoc, vice-président de l'Auberge des Migrants. François Guénoc, vous avez entendu Janine qui nous appelait au 0826 300 300. Il y a quand même, c'est pas politiquement correct à dire, mais dans les réfugiés, il y a eu aussi quand même des gens qui étaient liés à Daesh. On a vu le cas en Allemagne, on a vu le cas en France, au Stade de France. Ça pose quand même aussi un vrai problème, non ? Alors j'ai trois choses à dire à Janine. La première, 90% des attentats ont été commis par des personnes de nationalité française ou belge. La deuxième chose, c'est qu'il est très facile pour des éventuels candidats au terrorisme de rentrer en Europe avec des faux papiers. Du moment que vous avez assez d'argent pour acheter des faux papiers et des faux visas, il n'y a aucun souci. Troisième chose, plus l'accueil est mauvais, plus vous allez créer des animosités, des tensions, des rancœurs qui vont ensuite faire des gens qui sont à l'écoute d'un discours extrémiste et d'un discours agressif. Donc nous on pense que la qualité de l'accueil va jouer un rôle fondamental dans la pacification éventuelle, en tout cas dans la bonne intégration, au moins pour quelques années, des personnes qui arrivent en Europe. Alors, François Guénoc, je continue avec vous, comme vous êtes de l'Auberge des Migrants à Calais. Ce week-end, à Fouras, c'est près de Rochefort, c'est dans les Charentes-Maritimes, préfecture La Rochelle, la moitié des 22 migrants mineurs accueillis dans un centre de vacances sont repartis par leurs propres moyens, sans doute direction Calais, donc chez vous, excusez-moi, j'ai dit Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, ça a changé de nom, je suis un peu en retard, là où la jungle est en train d'être rasée. On voit bien que le but, c'est le Royaume-Uni. Il faudrait donc transférer la frontière à Douvres.
Voilà, alors c'est extrêmement inquiétant. Ça s'est produit aussi dans un centre d'accueil pour mineurs dans l'est de la France, où la moitié également des mineurs sont repartis, et où en interrogeant ceux qui restent, une bonne partie a fort envie également de repartir. C'est très inquiétant parce que ces mineurs isolés étaient déjà dans une situation qui était mauvaise dans le camp, ils n'étaient pas vraiment en sécurité, même s'ils étaient plus ou moins aidés par les associations ou par des adultes, et leur situation aujourd'hui elle est bien pire, puisqu'ils sont en train d'errer sur les routes, et effectivement avec probablement l'objectif de revenir dans les Hauts-de-France. Et ça, c'est le principal point faible du plan du gouvernement, avec, je le répète, aussi la question des 3 à 4 000 personnes qui se sont cachées ici ou là et qui probablement risquent de revenir dans les Hauts-de-France, près de la frontière. Vous avez entendu Daniel Simonet, la moitié des 22 migrants mineurs qui étaient à Fouras, c'est dans les Charentes-Maritimes, donc c'est pas vraiment les Hauts-de-France, sont partis et a priori direction Calais. Donc rien n'est réglé parce que Calais va se recréer, comme Calais, c'est à côté du Royaume-Uni. Tout à fait. Je pense qu'il serait temps de remettre en cause les accords du Touquet que Nicolas Sarkozy avait signé avec la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, parce que ces accords du Touquet empêchent donc ces jeunes de pouvoir rejoindre, pour grand nombre d'entre eux, de la famille qu'ils peuvent avoir là-bas. Ensuite, ça interroge aussi sur les conditions aussi qui ont été faites à l'accueil. Moi, je suis allée déjà à Calais. Qu'est-ce que j'ai vu dans la jungle de Calais ? J'ai vu un investissement énorme de la part d'associations, de collectifs humanitaires, dont l'association de François Guénoc, que je félicite, quoi. Bravo, quoi. Vraiment chapeau bas, quoi, pour l'énergie déployée. Mais j'ai pas vu l'État. Le seul moment où on voit, vous savez que l'État ne peut pas tout, c'est Lionel Jospin qui l'a dit il y a 20 ans. Et le seul moment où on a pu voir l'État, c'est pendant les opérations policières. Alors bien sûr, il y a eu néanmoins, ils ont fini par mettre en place je sais plus comment on appelle ça. Comment vous appelez ça, François Guénoc, les centres d'accueil et d'orientation. Les espèces de blocs. Enfin bref, les blocs où on a pu héberger. Des réfugiés dans des conditions dans la jungle un peu moins précaires que sous les tentes dans la boue, mais enfin je veux dire les Algécos peut-être. Voilà l'espèce d'Algécos. C'est même pas les Algécos, c'est un autre nom. Enfin bref, bon. Mais le gros du travail du premier accueil a été fait par des associations, par des collectifs humanitaires. C'est-à-dire que la première représentation pour les jeunes de ce que c'est que les institutions françaises, c'est la répression, la police. Donc c'est pas comme ça que vous établissez aussi une relation de confiance. Moi, j'ai pu voir par exemple dans les discussions que j'ai pu avoir avec des réfugiés, vous aviez ceux qui avaient soit de la famille, soit des connaissances en Angleterre. Vous avez ceux aussi qui, de toute façon, ne maîtrisaient que l'anglais, donc se disaient à quoi bon vouloir rester ici, puisque je ne maîtrise que l'anglais, c'est là-bas que je pourrais m'en sortir. Et en même temps, dans les discussions, bien, si un accueil ici permettait l'accès à la langue française, pour certains, ça pourrait être aussi une façon de se reconstruire ici, en attendant que la situation dans leur pays leur permette de pouvoir y retourner. On va faire un tour au standard de Sud Radio 0826 300 300. Grégory est avec nous. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Alors, je voudrais juste dire quelques chiffres. Par exemple, les mineurs qu'on a envoyés en Angleterre, les 3 quarts étaient des adultes, c'est les chiffres anglais. Que Europol a dit des statistiques sur les terroristes, il y a entre 2 et 5% des clandestins qui arrivent en Europe qui sont des terroristes, et 15% des clandestins ont de la sympathie pour Daesh. Donc déjà ça relativise un peu les commentaires des intervenants. Aussi que ce matin j'ai entendu aussi une intervention d'une personne qui était en association qui disait que la Suède a fait 4, si je me souviens bien, c'est 4,5% de croissance l'année dernière grâce aux migrants. Et nous en France on fait 1,5, sauf que les 4,5% de croissance en Suède, c'est que du social. Ça rapporte rien, c'est de la dépense, c'est de la dette. Donc ça rapportera rien dans le futur. Donc je veux bien qu'on fasse des pieds et des mains pour les accueillir, mais c'est pas la solution, puisque en France on a 6 millions de chômeurs. On ferait mieux de faire comme l'Australie. L'Australie, il n'y a plus de morts en mer grâce à leur défense, mais leur loi qu'ils ont mis en disant que vous ferez pas l'Australie votre pays si vous venez légalement. Et là, ils ont encore durci d'ailleurs les règles pour venir en Australie pour les clandestins, on va dire.
Alors, merci beaucoup Grégory, je vais faire réagir nos invités. François Guénoc, vous avez entendu Grégory, bon après les chiffres d'Europol, 2 à 5% de terroristes, ça, après c'est vraiment des évaluations. C'est une évaluation complètement fumeuse, vous n'avez aucun moyen de la faire cette évaluation. C'est complètement fumeux. Ça c'est comme les chiffres du trafic de drogue, comme c'est illégal, on suppose que cette année il y a eu tant de tonnes de hashish ou d'héroïne qui sont rentrées en France. Mais c'est des chiffres, des statistiques a priori qui sont dites par les services de sécurité. Je sors dehors et puis j'essaye de voir le temps qu'il fait et d'où vient le vent. Non, ça s'appelle la météo, ça dit. Non mais je veux faire réagir sur un point, l'Australie. L'Australie, qui est un pays d'immigration, François Guénoc, a une politique beaucoup plus restrictive que la nôtre. Et d'ailleurs, depuis, ils ont plus de morts en mer. Est-ce qu'on pourrait prendre l'Australie comme modèle? Alors que l'Australie, c'est une île loin de tout, on peut dire ça comme ça. J'ai envie de dire à votre interlocuteur, faut arrêter de se faire peur. Il y a de bonnes raisons d'avoir peur, le réchauffement climatique, des choses comme ça. Ce sont des peurs qui n'ont pas de fondement et qui sont entretenues. Moi, j'étais dans la jungle de Calais depuis le début et je peux vous dire que il y a le même pourcentage de gens en colère, dépressifs ou de bonne humeur et sympathiques que dans le reste de la population française. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que vous savez, à Calais ou comme ailleurs, c'est pas n'importe qui est là. C'est pas les pauvres qui sont partis de leur pays, c'est les gens qui avaient les moyens, c'est la classe moyenne, c'est même la high middle class pour les Syriens. Je traduis, classe moyenne supérieure. Voilà, c'est ça, on a des ingénieurs, des médecins, des avocats, des informaticiens, des photographes, des chauffeurs de taxi, etc. Tous des gens qui, si vous voulez, ne rêvent pas de profiter de nos aides sociales, au contraire, ils veulent créer leur emploi, ils nous disent, nous on veut s'installer, on veut payer des impôts. Donc en fait, le surcroît de croissance, c'est pas uniquement du social, c'est aussi lié à la capacité de ces personnes de s'intégrer et de contribuer à la production et donc de créer leur propre emploi. Sur l'Australie, vous savez, on pourrait sortir aussi des statistiques sur les Britanniques. À partir du moment où vous avez une mer qui protège votre pays, ça paraît évidemment beaucoup plus facile de le protéger. Traverser la Manche aujourd'hui avec un canot, c'est quasiment impossible. Il y a trop de systèmes de surveillance liés au trafic sur la Manche. Maritime. Donc je suis pas sûr que l'Australie puisse être un bon exemple. Les gens qui demandent la protection de la frontière européenne, ils oublient qu'on a des milliers et des milliers de kilomètres de frontières et que plutôt que d'essayer avec des sommes considérables, pour un coût considérable, d'essayer de bloquer les personnes, comme on le fait à la frontière italienne, il vaudrait peut-être mieux consacrer cet argent à l'accueil. Daniel Simonet, l'Australie, vous prenez ça comme un modèle? Mais non, bien évidemment. Alors que c'est un pays d'immigration, l'Australie. Non, mais bien évidemment, mais je trouve que François Guénoc y a très bien répondu. Ce que je rajouterais, c'est que n'oubliez jamais qu'une mesure de reconduite à la frontière, ça coûte plus de 10 000 euros par réfugié. Donc en fait, la politique sécuritaire, d'abord, est inefficace parce que les personnes qui sont déterminées vont refaire tout le parcours pour essayer d'atteindre leur objectif. Ils ont déjà risqué leur vie plusieurs fois, donc ils vont le refaire. Et en plus, c'est 10 fois plus coûteux à tout point de vue que de garantir l'accès aux droits. Et encore une fois, Grégory l'a dit, si on veut l'accès aux droits, il y a 6 millions de chômeurs en France, qu'est-ce qu'on donne comme travail? Ben justement, je vais vous dire une chose. Si on veut réduire l'immigration, on s'attaque aux causes. On s'attaque aux causes. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, on va avoir l'Union européenne qui veut imposer des accords de libre-échange avec l'Afrique, c'est-à-dire des accords qui vont aggraver l'appauvrissement de l'Afrique, son pillage par des multinationales. L'Afrique est déjà pauvre. Ben oui, déjà, on peut continuer encore plus à déstabiliser les États africains en leur obligeant de mettre en concurrence le peu d'infrastructures publiques qu'ils ont. Et on va encore plus casser leur autonomie alimentaire déjà si fragile en imposant des agricultures intensives. Vous prenez le scandale de l'huile de palme de mais Daniel Simonet, il n'y a même pas besoin d'accord de libre-échange. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui rachètent des millions d'hectares en Afrique et pour nourrir les Chinois. Mais on aggrave cela par les politiques de l'Union européenne. Donc arrêtons cela. Et pourtant non. Hop, on continue. C'est là, en ce moment, que ces accords de libre-échange sont imposés. Et pareil, je reprends ce que je disais tout à l'heure sur une politique au service de la paix. Faisons une politique au service de la paix. Il y a une exigence là, une nécessité absolue de mettre en place un cadre de coalition internationale sous l'égide de l'ONU pour trouver une issue à la situation de la Syrie. Mettons tout le monde autour de la table. Au lieu de cela, on continue une politique va-t-en-guerre derrière l'OTAN qui continue à déstabiliser ces situations du monde. Donc,
attaquons-nous aux causes. Voilà, c'est pas les politiques sécuritaires qui peuvent permettre de réduire ces immigrations qui pour moi sont un problème pour les personnes qui le subissent. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là à Calais, elles ne sont pas là de gaieté de cœur. Elles auraient souhaité pouvoir rester vivre en paix dans leur pays. Et par contre, eh bien, quand on est dans une situation pour laquelle l'Union européenne et la France portent une grande part de responsabilité, on assume les conséquences et on fait une politique d'accès aux droits. Vous voulez réagir sur le sujet? Eh bien, l'antenne est ouverte pour vous, bien sûr. Vous passez en direct avec Philippe David et ses invités. Philippe qui vous dit ce matin qu'elle est fermée, rien n'est réglé. C'est sur Sud Radio, c'est Seul contre tous, 0826 300 300. Vous votez aussi sur sudradio.fr et vous laissez vos messages. À tout de suite. Sud Radio, Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Philippe David qui vous dit ce matin sur Sud Radio, Calais fermé, rien n'est réglé. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous nous le dites au 0826 300 300. Vous nous le dites aussi sur sudradio.fr avec ce d'accord ou pas et vos messages que vous laissez. Claire, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Et donc vous êtes quand même une grosse majorité, 97% à être d'accord avec ce que dit Philippe. Ça a baissé un petit peu, vous avez commencé à 100%. Hein, je vous le dis. Oui, mais... Non mais je vous remets les pendules à l'heure. Et j'avais pas voté pour moi, ma chère Sophie. Ça ne me ressemble pas. Et face à moi, donc Danielle Simonet, conseillère de Paris, et coordinatrice nationale du Parti de gauche, et François Guénoc, vice-président de l'Auberge des migrants. François Guénoc, vous parliez des pays en guerre dont sont issus une partie des réfugiés, que ce soit la Libye, la Syrie, l'Érythrée. Mais quand on regarde bien, on retourne dans les Charentes-Maritimes et au Mat, il y a 49 migrants pakistanais qui avaient été évacués de la jungle de Calais qui sont arrivés. Le Pakistan, c'est pas un pays en guerre. Alors, juste avant de répondre sur les Pakistanais, parce que j'ai des éléments de réponse, je voudrais simplement que peut-être dans vos 3%, c'est simplement M. Cazeneuve, Mme Cos, ministre du Logement, et M. Hollande. Vous parlez même avec Mme Bouchard, la maire de Calais, elle n'est pas du tout persuadée que ce plan soit une réussite. Alors, et avec les policiers encore moins. Les policiers savent que de toute façon, les réfugiés vont revenir près de la frontière dès que possible. Alors, concernant les Pakistanais, il faut savoir que la plupart des Pakistanais qui étaient à Calais sont des gens qui sont originaires de la région frontalière, je ne sais plus le nom, avec l'Afghanistan. Et beaucoup d'ailleurs. C'est-à-dire la zone Pashtun. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, et beaucoup d'ailleurs sont soit venus d'Afghanistan il y a 5, 10, 15, 20, 30 ans ou descendants de gens qui ont fui l'Afghanistan, notamment au moment de l'intervention soviétique, pour s'installer au Pakistan. D'autre part, au Pakistan, il y a aussi, bon, je ne prétends pas que ce sont le cas des Pakistanais de Calais, il y a aussi des persécutions politiques. Il y a aussi les gens de tout à fait au nord, près de la frontière avec l'Inde, et qui est aussi une région en guerre larvée. Donc voilà, je crois qu'il faut pas. Là, c'est le Cachemire. Oui, le Cachemire, c'est ça, exactement. Parce que vous avez le Cachemire indien, le Cachemire pakistanais, et il y a un conflit territorial qui date pas d'aujourd'hui, c'est 1947. Voilà. Et depuis 62, il y a même le Cachemire chinois, donc c'est une poudrière, le Cachemire. Tout à fait. Alors après, il n'est pas non plus exclu. On va pas nier que parmi les personnes qui étaient sur le camp de Calais, il n'y avait pas non plus ce qu'on appelle entre guillemets des migrants économiques, c'est-à-dire des gens qui sont venus pour essayer de trouver un meilleur avenir et pour eux et pour leur famille. Mais ils sont vraiment une minorité. Danielle Simonet, 49 Pakistanais. Alors c'est ceux qu'on a envoyés au Mat, c'est pas très loin de La Rochelle, c'est dans les Charentes-Maritimes. Enfin, dans la Charente-Maritime, pardon. Le Pakistan, c'est pas un pays en guerre, c'est des réfugiés économiques, donc ils devraient être expulsés. Non, on vient de vous répondre là. Je vais pas refaire la même réponse. Bah oui, mais c'est pas un pays, un pays en guerre. Je vais pas faire la même réponse. Faire la même réponse que François Guénoc. Est-ce qu'on a essayé de comprendre quelle était la situation de ces Pakistanais que personnellement je ne connais pas, mais écoutez ce que Monsieur François Guénoc vient de dire. Des personnes qui sont originaires de la zone frontalière avec l'Afghanistan. Pour certains qui avaient quitté l'Afghanistan pour cette zone du Pakistan. Mais ils sont citoyens pakistanais. Oui, et donc? Donc, Qu'est-ce qu'ils vivent là-bas? Vous les avez rencontrés, vous, ces Pakistanais? Non, je vous connaissez pas. Bon, alors. Non, mais le Pakistan est un pays qui a des frontières. Qu'est-ce qu'ils vivent là-bas? Ils sont dans la situation frontalière avec l'Afghanistan, d'accord? Est-ce qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, des gens sont partis du Pakistan, ont risqué leur vie à traverser, vous imaginez la distance, pour se retrouver à Calais, pour pouvoir essayer désespérément de rejoindre l'Angleterre? Est-ce qu'on est face à des personnes qui abusent et veulent rechercher un Eldorado sur le dos des autres? Il faut peut-être inverser un petit peu la compréhension des histoires des hommes et des femmes qui, à un moment donné, vont mettre leur vie en danger
pour essayer de s'en sortir et de sauver leur vie. Donc j'aimerais bien qu'on change un peu ce regard sur cette situation-là, parce que sinon on ne s'en sortira jamais. Vous pouvez essayer de mettre tous les barbelés que vous voulez autour de la France, vous pourrez essayer de mettre tous les moyens financiers et engouffrer toutes les dépenses de l'État là-dedans. Si les personnes à un moment donné sont prêtes à mourir en Méditerranée, et regardez le nombre de morts qui n'a cessé d'augmenter proportionnellement au durcissement des politiques anti-migrants qui ont été mis en place, on ne résoudra pas le problème. Il faut d'abord et avant tout s'attaquer aux causes et assumer les conséquences. Mais s'attaquer aux causes au Pakistan, ça va être très compliqué, sachant que le Pakistan est un pays pas en guerre, souverain, même s'il y a des zones un peu tendues comme le Cachemire et éventuellement la zone Pashtun avec l'Afghanistan. Alors la France, elle est en danger parce qu'il y a 40 Pakistanais, c'est ça ce que vous êtes en train d'expliquer? Non mais là, il n'y en a pas 49. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, si vous m'avez parlé de 40 Pakistanais. 49, là. Qui étaient au mat à côté de la 49, Rochelle. J'en oublie, il y en a 9. La situation de la région est totalement déstabilisée. Non mais c'est vrai, faut arrêter. 0826 300 300, nous allons au standard de Sud Radio avec Monique. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour Monique. Oui, bonjour. Ben voilà, écoutez, je voulais réagir aussi à tout ce problème. Simplement, je voulais dire comme à la dame là qui m'a eu au téléphone. J'ai vu une émission hier soir à la télé, une dame, une Française qui a été licenciée, qui dort dans sa voiture. Alors les riverains l'aident. Alors je suis désolée parce que c'est vrai qu'il faut les aider les migrants, je n'ai rien contre. Mais pourquoi on ne s'attaque pas au problème des Français qui sont dans la misère d'abord? Pourquoi on n'essaie pas de trouver des logements gratuits, comme on donne aux migrants, pour ces gens qui ne peuvent pas payer de loyer? Et ça me révolte. Vous voyez, je ne suis pas raciste, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses en France qui ne vont pas. On n'aide pas les Français. On aide tous les gens qui viennent d'ailleurs, mais pas les Français. Ça m'est arrivé de demander une aide, on m'a envoyé bouler. Alors quand on entend que bon, ces gens, ils arrivent, on leur donne, on les loge, on leur donne de l'argent, mais attendez. Mais c'est faux, madame. Non, c'est pas faux. Moi, cette dame là qui dormait dans sa voiture hier là, hein, s'il n'y avait pas eu des gens qui étaient là pour lui donner à manger, cette dame dort dans sa voiture. Elle n'avait pas de couverture, elle n'avait rien. Tout ça parce qu'elle a été licenciée, qu'elle ne pouvait plus payer son loyer. Attendez. Et pour ces gens-là, on fait rien. On a l'air de trouver ça normal. Moi, je suis exaspérée. Voilà. Alors Monique, je vous remercie de votre témoignage. Je vais faire réagir mes invités. Daniel Simonet, je vais vous faire réagir en premier, ensuite François Guénoc. C'est des propos qu'on entend de plus en plus dans la population. Moi, je suis effaré par le nombre de SDF que je vois dans Paris et qui sont pas à Stalingrad. Et les gens vous disent, on ferme Calais, on va trouver des hébergements et pour ces gens-là, on ne fait rien. Et c'est vrai que ça fait des années qu'il y a des SDF et on fait pas grand-chose pour eux. En fait, il y a une déformation totale de la réalité qui fait croire aux gens qu'on aiderait plus les réfugiés que les SDF de nationalité française, qui est totalement faux. Ce qui ne veut pas dire que l'on fait suffisamment sur l'ensemble de la misère. Au contraire, on a une misère qui augmente, une précarité qui augmente. Il faut réaliser que quand il y a une crise... J'ai vu des gens dormir dans leur voiture il n'y a pas longtemps. Mais je vais vous dire, moi je connais même... Mais y compris, je suis déjà intervenu pour des fonctionnaires de la ville de Paris, des fonctionnaires, hein, qui dormaient dans leur voiture parce qu'à un moment donné vous avez eu une drame dans la situation familiale, le loyer ne peut pas être assumé par une seule personne quand tout d'un coup le couple se sépare. Alors vous imaginez quand on perd un emploi, une situation catastrophique où le retard en matière d'hébergement d'urgence, le retard en matière de politique de logement, et on a laissé la bulle de la spéculation immobilière exploser sur les centres urbains, et on laisse une situation... Plus une carence sur la construction de logements sociaux. Exactement, et plus une politique qui aggrave la précarité. Je sais, en ce moment, on est tous en train de dire, waouh, super, enfin tous, pas moi, hein. Mais le nombre... Ça m'aurait étonné que vous disiez le nombre de personnes qui disent, génial, vive la web économie collaborative, vive Uber, vive tout ça, et vous retrouvez avec des personnes qui travaillent plus de 70 heures par mois pour essayer de s'en sortir. 70 heures par semaine, pardon. 70 heures par mois, là, vous êtes plus aux 35 heures, vous êtes aux 17h30. Pour essayer de s'en sortir. Malade. Vous savez, je vais vous donner une image terrible. Quand la dame, la Kim Kardashian, hein, se faisait cambrioler, c'était terrible ce qui lui est arrivé, hein. Mais elle se faisait voler l'équivalent de 500 SMIC qu'elle avait sur elle en bijoux. Et bien, ce même jour, vous aviez
Une personne qui a été retrouvée morte dans sa voiture et qui travaillait en tant que VTC parce qu'il faisait justement plus véhicule de tourisme avec chauffeur, c'est ça. C'est-à-dire les super Uber. soi-disant géniaux nouveaux métiers grâce à Uber et compagnie. Pourquoi ? Parce qu'il travaillait plus de 15 heures par jour et pour tenir, eh bien, il abusait des boissons énergisantes. Je ne donnerai pas la marque. Et résultat, son les cœur boissons qui contiennent de la taurine. Et résultat, son cœur a lâché. Voilà dans quel système totalement d'aberration. Et pendant ce temps, on a un président de la République qui préfère donner plus de 60 rendez-vous à des journalistes pour raconter sa vie, plutôt que de se préoccuper du sort de ce pays. Parce que quand vous avez plus de 40 milliards qui a été donné de CICE aux patrons du CAC 40 qui ont vu les actionnaires leurs dividendes augmenter de 60%, est-ce que vous connaissez beaucoup de salariés qui ont vu leur salaire augmenter d'autant ? Non, c'est même plutôt l'inverse, vu le chômage qui a explosé. Donc, s'attaquer à la misère, ça exige une politique de redistribution des richesses. Mais ne mettons pas en compétition le problème des miséreux entre eux. Attaquons-nous aux causes. Et les causes, notamment le problème de la répartition des richesses et de qui organise la précarité, on les connaît. François Guénoc, je pense que vous n'avez pas versé beaucoup de larmes le jour où Kim Kardashian a été cambriolée, contrairement à Daniel Simonet. C'est qui Kim Kardashian ? C'est une réfugiée d'origine arménienne, c'est ça ? Non, c'est ça. Voilà, exactement. Non, d'origine américaine, soit dit en passant, mais américaine d'origine arménienne. Vous avez entendu Monique, et quand on voit des gens qui dorment dans leur voiture, etc., et c'est un discours qu'on entend de plus en plus, et qui est tout à fait audible, hein. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Monique ? Tout à fait. Il faut pas nier la misère et toutes les misères doivent être prises en compte. À titre personnel, j'aurais pu aussi bien être au Resto du Cœur qu'à l'Auberge des Migrants. C'est pas du tout la question. Quand on avait la possibilité de distribuer en centre-ville de Calais, on avait des SDF qui venaient bénéficier des repas et c'était très bien. Je trouve simplement quand Monique dit qu'il n'y a pas d'aide pour les Français, c'est inexact. Et ces migrants qui sont mis dans les centres d'accueil et d'orientation, c'est la première fois que le gouvernement français fait quelque chose pour eux. Évidemment, on devrait faire plus aussi pour les autres. Il faut pas opposer les misères les unes aux autres. Moi, j'ai une belle-fille qui a créé une association qui vient en aide aux chiens espagnols qui sont abandonnés, les lévriers espagnols qui sont abandonnés après les courses. Écoutez, moi je trouve ça très bien. Et moi je travaille pour aider les réfugiés. Elle trouve ça très bien aussi. Il y a du travail à faire pour tout le monde. Et je termine en disant que la plupart des gens qui nous envoient des messages ou qui nous téléphonent en disant et les SDF français et les gens qui dorment dans la voiture, la plupart du temps ne font rien. Alors moi je les encourage effectivement à aider les SDF français, à aider les ouvriers qui dorment dans la voiture. Ils ont tout à fait raison. Alors tiens François Guénoc, il nous reste 4 minutes. Je vais continuer avec vous, on terminera parce que vous êtes un homme galant avec Daniel Simonet. On parle de Stalingrad aujourd'hui. Alors Stalingrad, le boulevard de Paris où sont entassés des réfugiés, c'est une véritable cour des miracles. Ils sont, d'après les associations et la préfecture de police, environ 3000. À Paris, on va ouvrir un centre d'hébergement porte de la Chapelle qui va contenir 70 à 80 places. Est-ce que c'est pas essayer d'écoper le Titanic avec une cuillère à café ? Tout à fait. Et ce qui se passe à Paris actuellement et qui se passe en fait depuis des mois avec des expulsions tous les matins, on détruit les tentes, les sacs de couchage des personnes, y compris de familles avec des enfants, c'est vraiment honteux. Et en fait, on se demande si la politique du gouvernement français n'est pas tout simplement d'essayer de décourager les réfugiés de venir ou de rester en France, histoire de ne pas en accueillir. Et après, Monsieur Valls ira donner des leçons à Madame Merkel sur son accueil des réfugiés. Vraiment, moi, nous, on a vraiment honte de la France en ce moment. Et alors, justement, pour finir, on a pratiquement plus de migrants à Calais pour l'instant. On a commencé à aider les organisations parisiennes, les associations parisiennes qui sont en pénurie de tentes et de couvertures. Et on va continuer parce que les besoins sont énormes. Mais il faut arrêter avec cette politique d'expulsion et de violence qui est vraiment innommable. Daniel Simonet, 70 à 80 places au centre humanitaire qui va ouvrir porte de la Chapelle. Vous êtes élu de Paris. On est loin du compte quand on voit les chiffres qu'il y a à Stalingrad. Mais oui, c'est une catastrophe parce que ça fait déjà, je sais même plus depuis combien de temps. Je n'arrive pas à me dire, mais depuis combien de temps j'alerte et nous sommes plusieurs élus à alerter Madame Hidalgo, le gouvernement sur le fait qu'on est complètement à côté de la plaque. Vous avez par contre au centre de Paris, à l'Hôtel Dieu, beaucoup de places utilisées. Alors l'Hôtel Dieu, c'est en plein centre-ville, pour nos auditeurs qui ne sont pas parisiens. En plein centre de Paris, vraiment à 2 pas de Notre-Dame, vraiment du à 2 pas. RER Châtelet-Léal. Et même Saint-Michel. Voilà, et même Saint-Michel. Donc vous avez là un hôpital public, l'Hôtel Dieu,
Et la moitié de sa superficie, quasiment, est absolument pas utilisée, est vide, ne sert à rien. Et ça fait donc depuis pas mal de temps que je demande, et il y a d'ailleurs eu une tribune il y a 1 an avec y compris des médecins, des syndicalistes de l'hôpital Hôtel-Dieu, qui demandent qu'on transforme à ce moment-là cette partie-là qui ne sert à rien en centre d'hébergement d'urgence, d'accueil et d'accès aux premiers soins, et dans lequel aussi des associations et les pouvoirs publics pourraient faire un accompagnement, un accès aux droits. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est mieux de laisser les personnes dans la rue, dans des conditions indignes ? Non. Ben vous savez que malheureusement en France, si on compte sur la réactivité de l'État ou des collectivités locales, dont la mairie de Paris, on peut quand même attendre un certain temps. Vous qui êtes élu, vous en savez quelque chose, non ? Mais oui, j'en sais notamment quelque chose, parce que j'ai regardé en juillet, il y a 1 an et demi, je m'étais retrouvé avec d'autres élus à devoir faire la chaîne humaine de solidarité avec les migrants, et on avait été évacués par la force, par la police, et on voit bien que depuis ces démantèlements humanitaires, comme ils disent, en fait, ces opérations policières, on n'a pas résolu le problème. Et de toute façon, à mon avis, le problème ne peut pas être résolu tant qu'on aura des frontières ouvertes et tant qu'il y aura une poussée migratoire des pays du Sud. Tant qu'on n'assumera pas de s'attaquer aux causes et d'assumer les conséquences. Eh bien, vous voyez que j'étais seul contre tous. Merci beaucoup, Danielle Simonet. Vous êtes conseillère de Paris et coordinatrice nationale du Parti de gauche. Kenavo et Trugarez-Vras, François Guénoc, vous étiez en Bretagne, vous êtes vice-président de l'Auberge des Migrants, Sophie. Et clair, résultat du sondage. Alors, Calais fermé, rien n'est réglé. D'accord, pas d'accord. À combien pour Philippe David?